Chers amis de la revue de presse, bonjour, un bon retour à vous sur notre chaîne YouTube. Et je tiens à vous remercier pour votre présence aux dédicaces, que ce soit à Toulouse, à la Beige, que ce soit à Biarritz, à Bordeaux, vous allez voir les photos derrière nous, que ce soit à Colmar ou à Nantes. C'était un vrai plaisir de vous rencontrer toutes et tous. Et je tiens à remercier le lecteur, notre lecteur Stéphane, qui a fait ce portrait absolument extraordinaire, qu'il a peint d'ailleurs, avec la petite Iris. Donc aujourd'hui, pour commencer l'année, nous tenions à vous faire un beau cadeau. C'était vraiment important, puisque nous avons le plaisir d'accueillir Dieu. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir Dieu qui est descendu de son Olympe pour venir commenter cette revue de presse. Dieu soit loué, merci à vous. Vous en êtes un autre. 2025 déjà 2025, on avance dans le temps très très vite. Oui. Très vite. Je peux me permettre tout un tas de choses que le commun ne peut pas imaginer. Ah. Nous sommes en 2025 et j'ai même hésité à être en 2026 pour simplement m'amuser avec cette revue de presse qui s'annonce truculente. En ce moment, nos pauvres spectateurs et lecteurs sont bien mal en point. Alors, on va commencer par un sujet. Alors, vous n'êtes pas concerné, bien entendu, votre luminaire céleste. En même temps, je me sens concerné par tout ce qui vous arrive. Bien sûr, vous regardez tout ça de loin, mais en même temps de très près, comme on dit. Alors, je vous montre ça. Alors, ça date du 9 décembre. C'est vraiment pas vieux, hein. C'est notre lecteur Indiana qui nous dit « Je viens de faire mes courses » et il est tombé là-dessus. Et donc là, c'est le supermarché lui-même qui dit « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de 310 grammes à 276 grammes. Mais son prix au kilo a augmenté de 12,32%. » C'est-à-dire que non seulement il y a moins, mais le prix est plus. Voilà, donc là, il gagne sur les deux tableaux. Pensant que, bien entendu, les Français, les pauvres consommateurs, n'y verraient rien. Et donc, il nous dit, donc vous allez voir, vous voyez la photo derrière nous, la double arnaque qui est révélée par le magasin lui-même. C'est-à-dire que là, même le responsable du magasin s'est révolté contre Nestlé. Et donc, on connaissait le phénomène de la baisse des quantités ni vu ni connu, mais pour que le supermarché lui-même le signale à ses clients, c'est vraiment nouveau. Oui, c'est vraiment nouveau. C'est la première fois que je vois ça. Prouvant qu'eux-mêmes en ont assez d'être pris pour des crétins. Et donc, félicitations à Nestlé. Donc, on vous invite à boycotter Nestlé, tout simplement. Et vous-même, très cher... la vie chère, l'inflation, j'étais aux Antilles. Je passe régulièrement, je traverse comme ça. La vie chère est un vrai sujet qui semble concerner chacun. Alors, l'inflation, évidemment, la grande arnaque sur le dos de vos enfants. Oui. Alors, vous n'en avez pas, vous. Si, si, vous en avez. Si, oui, enfin bon, ils sont cachés. Vous n'êtes pas censé être au courant. Non, mais voilà. Je suis censé être célibataire, je vous le rappelle. Voilà. Mais bon, voilà. Mais on ne peut rien vous cacher, hein. On ne peut rien vous cacher, vous le savez bien. J'ai vu à votre petit sourire coquin. Alors, sur le dos de nos enfants, la période de Noël étant propice aux confiseries en tout genre, on a constaté un nouvel exemple d'inflation masquée, discrète mais efficace, comme vous pourrez le constater donc ci-dessus avec ces M&M's. Pour le même prix, vous n'avez plus 45 grammes, mais 36 grammes. Donc quasi. Ils ont gratté 9 grammes. 9 grammes. Ah ouais, on c'est gratte, pas bien. Hein. C'est pas bien. 9 grammes. Et là, je me permets de le dire, c'est mal. C'est très très mal même. C'est mal. Donc 9 grammes en moins pour les gosses, multiplié par 1 million, 9 grammes, imaginez, vous économisez combien? 9 tonnes. 9 tonnes de cacahuètes. 9 tonnes de cacahuètes, soit environ 8 millions de cacahuètes, 1 tonne de chocolat d'économiser directement dans la poche de Mars. Incorporated, excusez-moi parce que j'ai arrêté. Oui, mais j'ai arrêté de parler l'anglais. Mais vous êtes Jupiter, mais c'est Mars, c'est quand même assez proche de chez vous. Ça, je connais. Je connais bien, mais je peux pas tout raconter. Dieu a aussi ses zones
Non, alors, j'imagine effectivement que Mars a fait la même chose avec toutes ces lignes de produits, hein, baissant la quantité, tout en augmentant le prix unitaire, soit des milliards et des milliards de dollars. Ah oui, non, mais ils sont très très forts en ce moment. Ils sont devenus voraces. Les Américains sont devenus tellement voraces que c'est... Passez-leur le message, c'est mal. Oui. Oh. Mais attendez, c'est pas fini, regardez. L'un de nos lecteurs nous a envoyé ceci. Ah oui, ça c'est... Alors ça c'est extraordinaire parce que maintenant magnifique. dans les Monoprix, alors les Monoprix c'est pas Lidl, hein, c'est en là là. général un magasin pour les bien portants, Ouais. on va dire ça. Et bien même dans les Monoprix, ils ont mis des antivols. Sur les steaks. Sur les hachés. steaks hachés. Hein, voilà, Bientôt voilà. sur les coupons de coton-tige, pourquoi pas, les boîtes de coton-tige, hein, et les tablettes de chocolat. Donc c'est quand même assez impressionnant ce dispositif sécurisé sur les steaks hachés. Non mais c'est vraiment incroyable. Mais, Mais hein, c'est logique, ce sont des produits de luxe. un steak haché, oui, ça va devenir... Il y avait une publicité comme ça, on avait vu, du mari qui offre à sa femme pour l'anniversaire de mariage un steak. Et la femme, elle est absolument en admiration. Ferme les yeux, mon amour. Ok. C'est des steaks hachés. Bébé, t'as payé ça combien? Ça te fait pas plaisir? Mais c'est complètement fou. J'ai des steaks hachés. Ça me fait penser vraiment à Soleil Vert, en fait. Votre sainteté, ne riez pas du malheur des Bah, gens. bah, C'est vrai bah, qu'on non, peut, on peut sourire. Bah, non, mais on peut sourire parce que c'est la situation. Tellement de souffrance derrière. Bah oui, c'est surtout beaucoup de suicides. Alors attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Dites-moi, C'est faites-moi peur, parce que vous m'effrayez. parce que alors j'en ai déjà parlé, mais là on va le voir et j'aimerais voir vos commentaires là-dessus. La pauvreté touche de plus en plus de Français. Et donc là, c'est notre lecteur, Monsieur Courte, qui a dit « Naguère, les grandes surfaces donnaient les restes de pains spéciaux à déguster sur une assiette en carton, ou ils donnaient ça aux pauvres en fin de journée, etc. » Maintenant, à Auchan, de Fontenay-sous-Bois, dans le 94 donc, ils ont décidé de lutter contre les injustices en vendant ces restes de pain. Et il dit « La première fois, j'ai cru à une gaffe d'un employé zélé, mais non. » Et donc, ce sont 3 bouts de pain avec le code barre. Montrez-moi ça. Et ça coûte 33 centimes. Donc, ça veut, dire, putain, que, ça veut dire que pour éviter les vols, etc., ils ont décidé, et parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas acheter manifestement un pain entier, et ils les achètent par tranche. Et pour qu'une grande surface comme Auchan en soit arrivée là, c'est que fondamentalement, il y a la demande. C'est une évidence. Si le consommateur regarde les prix, peut-être ne remarque-t-il pas ce phénomène appelé shrinkflation en anglais. Cette pratique n'est pas illégale, mais les organisations de défense des consommateurs demandent aux producteurs et aux supermarchés d'indiquer clairement lorsqu'un changement intervient. Selon une étude menée dans différents pays européens, 80% des personnes interrogées estiment que les entreprises utilisent l'inflation pour augmenter leurs profits. Avec une crise énergétique et un coût de la vie en constante augmentation, ce phénomène de réduflation risque d'accentuer le manque de confiance des consommateurs. Qui aurait imaginé de voir ça dans un pays comme la France? Donc félicitations donc à M. Sarkozy, M. Hollande et surtout à nos 7 années déjà de macronisme pour que les Français en soient tombés si bas. C'est impressionnant, je suis très inquiet pour vous. Votre Majesté, un commentaire là-dessus? L'espèce humaine m'inquiète. Même les oiseaux, si vous voulez, s'interrogent là. Ils arrivent à trouver des graines un peu partout. Là, vous êtes obligé, donc 33 centimes pour 2 tranches de pain. 3. C'est vrai que c'est inquiétant. Il y a quelque chose de fondamentalement révoltant, mais en même temps... Gardez espoir. Il faut garder espoir, mais c'est quand même le résultat d'une politique économique absolument désastreuse, et surtout... Alors je sais que vous n'êtes pas concerné par l'Union européenne et Bruxelles, non. Mais vous voyez bien tous les crimes qu'ils sont en train de commettre sur la population française. C'est une destruction en règle hein, des pauvres, hein, des classes moyennes. Vous savez que je n'ai rien à voir avec les institutions européennes. Vous êtes au courant hein? Je sais bien. Elle a été construite dans mon dos par des gens mal intentionnés, vous le savez. Je le sais, ils sont au 5e sous-sol, c'est celui que vous avez éjecté il y a longtemps. Tout à fait. L'étoile flamboyante qui est tombée. Hein. Je vois que vous en connaissez plus que d'autres. Mais voilà, vous êtes au courant. On est, hélas, on est au courant, effectivement. Ils sont très actifs, attention. Et c'est une entreprise de destruction.
C'est une entreprise de destruction, on le voit. Bah écoutez, dans le droit fil, alors j'ai gardé pour vous des choses quand même assez... Montrez-moi, je suis toujours intéressé par ce qui se passe. Vous savez certainement que la France, en ce moment, a un grave problème d'endettement. Moi, j'ai toujours prévenu qu'on allait finir comme la Grèce. Eh bien, figurez-vous que la France sera mise sous tutelle comme la Grèce. Et ça approche à grands pas. Imaginez que nous devons payer désormais 200 milliards d'euros chaque année juste pour rembourser, enfin la France, pour rembourser nos emprunts souverains, soit environ 50 milliards, juste pour les intérêts. C'est plus que le budget de l'éducation nationale quasiment. Et 150 autres milliards pour la base. Donc, grosso modo, l'endettement de la France représente 130% du PIB, aux plus optimistes, et pour d'autres qui disent qu'en fait on est endetté techniquement à 230%, pour les plus pessimistes donc, sachant que la France, comme la Grèce en son temps, a bien maquillé son bilan pour ne pas être pénalisé sur les marchés financiers. En d'autres termes, Washington dictera à Paris ce qu'il veut, la France devra s'exécuter comme naguère François Hollande, lorsqu'il a voulu retirer ses troupes d'Afghanistan. Du jour au lendemain, les taux sur la dette française sont partis en vrille. Et bien entendu, Hollande a très vite abandonné, ne serait-ce que l'idée de retirer nos troupes d'Afghanistan. Et il a obéi à Barack Obama à l'époque. Mais c'est absolument terrible de ce qui nous attend, de ce qui attend les Français. Le peuple est-il conscient de ce qui se passe ? Écoutez, quand on voit les 3 bouts de pain chez Auchan, je pense que fondamentalement, oui, il est tout à fait... Il se réveille quand même. Bah, il se réveille, mais regardez, il y a un autre... alors là, on va voir des graphiques. Alors ça, c'est très intéressant. Figaro, l'économie. L'épargne des Français pourrait-elle être utilisée pour reprendre la main sur la dette ? On en avait parlé la dernière fois lors de notre revue de presse avec Madame Rousseau, qui avait préparé les esprits. La France est un des pays où il y a une épargne qui nous permettrait très bien de reprendre la main sur notre dette. Aujourd'hui, ça n'est pas... À contraindre les épargnants Totalement, absolument, absolument. Donc, je veux dire, posons cette question-là. Qu'est-ce que nous voulons comme déficit ? Mais là, ils entendent effectivement saisir votre épargne. Et donc, l'épargne des Français, grosso modo, c'est de officiel. 6 milliards. Non, c'est pas encore officiel, mais ça va venir. La dette française est de 3 trilliards officiellement, et l'épargne est de 6 trilliards. Ah voilà, donc la moitié. Bah, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Je me mets à leur place. Bien sûr, ça n'est pas correct. Ça n'est pas correct. C'est comme Chypre, ça va faire Chypre. C'est vrai. Mais encore, là-bas, ils ont du soleil. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'à Chypre, c'est passé à l'as, tranquille. Voilà. Avec le soleil voilà, tout à fait. Une petite anisette. Je vous connais bien. Oui, c'est ça, absolument. Enfin, pas vous, hein, votre voilà. Et c'est dans le Figaro Économie. Donc le Figaro Économie, rappelez-vous, dans notre dernière revue de presse, on avait mis ça en avant avec Mme Sandrine Rousseau. Et là, le Figaro lui-même, journal de droite, bien établi, etc., déjà prépare les Français, bien portant, à ce que leur épargne soit saisie. Et notre lecteur, M. Mirada, il nous dit « Hier, en attendant la revue de presse, je passe au Gorafi. » Et en fait, non, c'est pas le Gorafi, c'est le Figaro. Hein. L'épargne des Français pourra-t-elle être utilisée pour reprendre la main sur la dette ? Tiens, le même jour, maintenant, vous contactez avant de publier la même information. Vous voyez ? C'est absolument effrayant. Le mensonge, les gens vont se réveiller. Mais alors, c'est important, ça, quand même, cette histoire de... Les gens font des économies et puis l'État va leur prendre. Ah, exactement, l'État va se servir comme à Chypre. À Chypre, tout ce qui a dépassé, ils ont tout pris. Tout ce qui est au-dessus de 100 000, ils avaient pris. Rappelez-vous. D'accord. Grosso modo, c'était l'idée. Et en Grèce, c'est bon à savoir. Et en Grèce, pendant 6 mois, les Grecs ne pouvaient plus avoir accès à leur banque. Ils avaient droit de mémoire à 50 € par semaine. Ah, d'accord. Je rigole, mais c'est terrible, c'est terrible. Et ceux qui avaient des choses, des pièces d'or, etc., dans leur mauvaise idée, bad idea, comme on dit, dans le coffre de leur banque, ne pouvaient plus y avoir accès. Donc du coup, ils étaient coincés de tous les côtés. Et donc c'est ce qui se prépare. D'ailleurs, regardez bien, le professeur Chevalier, qu'on salue, donc, il nous dit « Le déclin de la France se poursuit inexorablement. Il est mené par Macron, qui a avoué le 13 mai 2024 que son objectif est de faire disparaître la France en tant que nation. Il a atteint son objectif et les Français ne réagissent pas. » Je vous informe que je n'ai plus aucun contact avec cet homme. Ah ben... Plus aucun.
C'est-à-dire que jusque-là, bon, il faisait semblant, j'avais encore quelques contacts. Ah, on a vu son inauguration au Louvre. Voilà, vous l'avez vu. Ah, Voilà. avec le triangle lumineux. Hein, Oui, non, il file un mauvais coton. Comment vous dites? Oui, il file un mauvais coton. Et il file un très très mauvais coton. D'ailleurs, Attention. il pourrait même ouvrir une filature à Roubaix, hein, pour le coup, parce que... Ah non, mais vous savez, je ne dis jamais de mal des gens. Parce que chaque personne possède cette flamme, hein, qui la relie. Cette flamme me relie, hein, Oui. nous relie. Macron l'a coupé, définitivement. Il a soufflé dessus. Hein. Mais vous avez vu Notre-Dame? Vous voulez parler de sa femme? Ah, pardon. Non. Non, de Notre-Dame. Ah oui, parce que là, il y aurait effectivement... Pardon. Oui, voilà. On s'est compris. Voilà, des sujets. Vous connaissez la vérité, Ouais. hein, on est bien d'accord. Vous savez que récemment, d'ailleurs, à ce sujet, une prof a été condamnée pour avoir eu des amitiés particulières, comme dirait Roger Perfit, avec un élève de 14 ans, ce qui nous rappelle quelques souvenirs. C'est précoce. Voilà. Mais... Voilà, faites attention, le ventre est encore fécond, d'où la bête immonde. Mais croyez-moi qu'elle rôde, elle nous regarde. Donc, justement, pour aller dans l'article précédent, regardez bien. Du coup, à Bercy, au ministère des Finances, ils ont décidé de baisser... Alors, tous ceux qui avaient des plans d'épargne logement, des LEP, enfin, vous voyez les petits... oui, les gens voilà. essayent. Qui étaient rémunérés à 3%, sachant que l'inflation, la vraie, elle est à 15%. Donc déjà, c'est moins 12%, hein, taux négatif. Hein, c'est un Disney, hein, c'est au Japon, hein, par définition. Eh bien, figurez-vous que là, Bercy donc, a décidé de baisser. C'est plus 3%, c'est 2,5%. C'est-à-dire qu'ils vont voler encore plus de milliards sur l'épargne des Français. C'est le vol organisé global des citoyens. Parce que le gouvernement, enfin les gouvernements, entre guillemets, qui se succèdent les uns aux autres. Quel est votre sentiment là-dessus, Seigneur Dieu, je suis luminaire céleste? Oui, je suis en état de sidération. Et c'est étrange par rapport à une personne comme moi qui regarde avec énormément de recul, de distance. Oui. Mais là, je ne comprends pas tout. Quand j'observe un criquet, une mouche, j'arrive à trouver une logique. Mais là, je n'arrive pas. Et puis cette soif d'autodestruction, qui est intrinsèque, j'ai l'impression, à l'espèce. Avec la destruction, évidemment, de la population, de manière générale, c'est ce mépris du peuple. Mais en fait, c'est intéressant ce que vous dites, vous parlez des criquets, etc. C'est un peu comme les 10 plaies d'Égypte, sauf que c'est Macron lui-même qui déclenche les 10 plaies d'Égypte contre sa propre population. C'est ça. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Hein, ça n'est une invasion de criquets, d'insectes et de sauterelles, c'est vrai. Et ça rase tout. Oui, mais l'inflation est une sorte d'invasion de criquets. Tiens, à ce propos, il y en a un que vous devez certainement connaître, hein, il s'appelle Bill Gates, parce qu'il il a le syndrome de Dieu, pardonnez-moi, bien sûr, Seigneur. si je connais Bill Gates. Il s'est pris pour moi. On a un différend avec Bill. Je lui ai expliqué, tu manges, tu fais caca, tu n'as rien à voir avec moi. Et il me dit, tout s'achète. Oui, exactement. Et vous savez ce qu'il a fait en Floride là? Je sais plus, je crois qu'il a vacciné des moustiques, ou il a fabriqué des moustiques avec un autre ADN. Ça m'étonne pas. Et en fait, maintenant, il y a une résurgence du paludisme, ou de je sais plus quoi, en Floride, ça a commencé. Donc ce garçon est devenu totalement fou. Il se prend pour vous, mais c'est absolument effroyable. Il n'est pas le seul. Non, c'est vrai. Précisons-le, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres, Klaus Schwab, rappelez-vous, à Davos. Il a disparu de la circulation. Qu'est-ce que vous avez fait? Il y a des dossiers qui traînent sur ce personnage, si vous voulez, qui sont en train de ressortir. Encore une fois, dans cette petite cour ce sont des gens turbulents. Moi, je leur ai dit, calmez-vous, arrêtez, dites la vérité, rejoignez-moi. Non, ils ne veulent pas. Ils pataugent dans un mensonge qui aujourd'hui les asphyxie, littéralement. Et ils vont tomber, et je vous l'annonce, un par un. Un par un. Écoutez, hein, nous attendons ça avec impatience. Impatience, mais sans haine. Sans haine. Très important de le préciser. Nous n'incitons pas. Ça me rappelle un sketch d'un certain Dieudonné. La haine. Non, on va rire dans un cadre, le cadre évidemment de la liberté d'expression, sinon c'est la porte ouverte à tout. La porte ouverte à la haine.
La haine. La haine de l'autre. Tu es différent de moi, tu es quelqu'un d'autre, j'ai envie de te détruire, toi. J'ai un projet, te nuire au maximum. En tant que Dieu, je ne peux pas me permettre d'aller jusque-là, mais la haine est présente dans cette société. Regardez ce qui se passe en Europe, partout dans le monde. Trop de haine. Ah mais en ce moment, il y a une polarisation. Il y a une polarisation totale de tout, dans tous les pays quasiment. C'est très étrange à observer d'ailleurs. Et Marie, donc, alors c'est pas la Sainte Vierge, hein, D'accord. Je connais, mais oui. Ouais, oui. Alors l'autre, je ne la connais pas. Alors parlez-moi de cette Marie. Alors Marie, donc, notre attachée de presse, qui est très fan d'un auteur remarquable qui s'appelle Immanuel Velikovsky, en fait, s'intéresse beaucoup à l'emplacement de ce qu'on appelait le pôle Nord. Et en fait, le pôle Nord s'est déplacé depuis à peu près 50 ans et il se trouve maintenant au Canada. Et en fait, il se déplace en permanence, ce qui fait qu'en fait, il y a une polarisation qui se fait. Et ce qu'on a observé, alors, puisque vous êtes dans les cieux, vous avez vu que quasiment chaque jour ou tous les 2 jours, enfin en tout cas moi je le vois dans le Daily Mail, dans toute la presse américaine, tous les jours il y a quelqu'un qui pète un plomb dans un avion et donc ils veulent ouvrir la porte. Alors, ça c'est depuis que M. Davos, M. Schwab, n'ayez pas peur, hein, râle, les a vaccinés. Si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Et en fait, ils veulent ouvrir la porte de l'avion. Et on a vu, alors on a une vidéo incroyable d'un type qui a pété un plomb et qui s'est attaqué au siège. Il s'est attaqué au siège de l'avion, littéralement, comme s'il pensait que c'était une personne. Cell phone video capturing the man standing on his reclined seat, stomping on it repeatedly. He destroyed the tray table while kicking the seat over and over. Finally, several passengers and the flight crew worked to restrain the man using seatbelts to tie him. C'est très étrange de ce qu'on observe en ce moment. Pas beaucoup plus étrange d'observer Emmanuel Macron qui a un peu ce comportement. Écoutez-moi 2 secondes. Vous m'écoutez 2 secondes. Oh! Parce que vous êtes content d'être en France. Parce que si c'était pas la France, je peux vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Je vais prendre un micro. Je suis pour rien pour le cyclone. Mais vous avez raison de parler de dépolarisation de cette planète. Et vous êtes... Repolarisation. On ne sait pas trop. Oui, en tout cas, un décalage. Oui. Et effectivement, ce décalage, on le constate partout. Les hommes ne savent plus où est le sud, où est le nord, où est un homme, où est une femme. On ne sait plus exactement ce qui se passe. Vous voyez, parce qu'effectivement, nous sommes reliés. Enfin, vous, je regarde encore une fois, je vous regarde. Et parfois, je pleure. Cet homme qui mange le fauteuil, là, par exemple, il m'a beaucoup touché. Il n'avait pas à le faire. Ah oui, il travaillait chez Monsieur Meuble avant, c'est pour ça. C'est beaucoup trop excessif. Oui, c'est que manger un fauteuil, c'est effectivement, c'est space quand même. Ouais. Alors, votre sainteté, Dieu soit loué. Parlez-moi des hommes. Merci d'être venu, d'être descendu. Alors justement, figurez-vous, alors là je vais montrer quelque chose, c'est à voir avec le papier précédent. Alors je vous le résume. Hein, parce que le monde, donc ça, est-ce que c'est encore représentatif de quel monde parlons-nous ? Oh il parle du leur, hein, principalement. Voilà, ça c'est gênant. Un petit monde. Ouais. Mais c'est surtout une hausse soudaine du surendettement des Français, du nombre de dossiers de surendettement qui a augmenté de 12%. Donc des dossiers qui sont de plus en plus souvent liés à des difficultés à faire face aux charges courantes. Et en fait, depuis que M. Macron a décidé d'augmenter le prix de l'électricité, eh bien du coup ça a fait plonger encore plus de gens qui arrivaient à avoir la tête à peu près hors de l'eau. Ils ont plongé avec le prix de l'électricité. Donc ils doivent choisir entre se chauffer, manger et emmener les enfants à l'école, éventuellement en voiture ou qu'ils puissent faire du judo. Vous voyez, c'est de plus... Quelle bizarrerie, mais ça n'est pas dans ce même pays que le Premier ministre part en jet à Pau avec un jet présidentiel pour rencontrer ses amis. Eh bien, moi, je veux être président de la République. Oui. Non, mais sérieux, tu sais bien que c'est pas possible. Enfin, on en a déjà parlé, tu te souviens ? Mais je veux être président. Mais c'est les mêmes qui nous expliquent que, je veux dire, qu'il y a que la planète est en surchauffe, que nous devons décarboner, et ainsi de suite. Hein. D'accord. C'est une grande spécialité de tous ces gens. D'ailleurs, rappelez-vous, à Davos, quand ils vont parler du réchauffement du climat, il y a un embouteillage de jets privés à l'aéroport de Lausanne et de Genève.
non, mais c'est tout à fait extraordinaire. Tant et si bien que certains avions sont obligés d'aller se garer en Italie pour récupérer leur... Et, justement, vous savez quoi? À propos de jets privés, eh bien maintenant, les milliardaires, en fait, refusent les pilotes qui se sont vaccinés. Parce qu'il y a tellement d'accidents, d'un seul coup, le type, paf, il est aux commandes et... Minutes after an airliner takes off from Miami, a chilling announcement is made. Is there a doctor on the plane? The 56-year-old chief pilot has suffered a heart attack in the bathroom during a flight to Chile. Donc vous voyez qu'on assiste quand même à des choses étranges hein, qui remontent. Une vague de complotisme chez les milliardaires. Oui, même les milliardaires sont devenus complotistes. Même Bill Gates, il a pris un pilote non vacciné. Ça doit être ça. Enfin, il n'est pas à l'abri de manger son fauteuil lui aussi, hein, puisque la folie semble il a générale. déjà mangé, il a déjà lancé Windows des fenêtres, donc c'est normal qu'il s'attaque. Aujourd'hui au reste du mobilier. Ça n'est pas faux. Sauf pour le prochain système d'exploitation, ça va être Chair. Hein, c'est pour le fauteuil. Chair 1.0 puis 2.0, voilà, ça va être intéressant. Alors, justement, pardonnez-moi, monseigneur, on s'égare. Un peu de sérieux. Voilà, un peu de sérieux. Alors ça, c'est Arnaud Bertrand, donc, qui nous l'a donné sur son fil X. Vous êtes sur X? Bien sûr. Hein, bien sûr. Je discute beaucoup sur X, j'essaie de me faire un point de vue. Elon Musk, qui n'a pas que des qualités, hein, il fait aussi le foufou, mais il me parle de temps en temps. Eh bien, justement, sur le Félix, il a dit « Les Européens de l'Ouest ne réalisent pas à quel point ils ont été bip par la crise des subprimes de 2008. En fait, c'est assez extraordinaire. Si vous prenez l'exemple de la France en 2008, nous étions presque à égalité avec les États-Unis en termes de PIB par habitant, soit 45 500 $ contre 48 500. Petite différence de 6%, peu de choses. Avance rapide jusqu'en 2023, soit 15 ans plus tard, et nous ne sommes toujours pas remis. Nous sommes à 44 000 $ de PIB par habitant, donc toujours inférieur à celui de 2008 déjà, première chose, alors que celui des États-Unis est passé à 81 600 $, soit presque le double. Voilà, mais ce qui s'est passé, alors on va vous montrer le graphique, regardez bien le graphique là, très intéressant. Vous voyez, mais j'aime bien 2008, c'est l'année clé où justement les Américains... Ah oui, d'accord, ils nous ont quittés. On voit la courbe, c'est très net de toute façon. Ah ben, on voit l'écroulement de tous les pays européens. Ouais. Et en fait, c'est toutes les richesses que les Américains, les multinationales américaines prennent de l'Europe, de la zone euro. Et en particulier de la France. D'où, par exemple, toutes les multinationales, tout le savoir-faire français qui a été vendu par Macron aux États-Unis. Je pense notamment à Technip, je pense notamment à nos brevets du nucléaire, etc. On ne voit pas l'Allemagne. L'Allemagne se porte mieux ou... Alors, non, elle ne se porte pas mieux parce que, d'ailleurs, regardez, il y a une crise phénoménale. Là, à l'heure où on se parle, il y a une crise, le gouvernement est en train de tomber, ils sont en train de licencier par centaines de milliers de personnes en Allemagne. Ils sont en train de tomber. Donc, c'est un appauvrissement global. Alors, moi, j'ai vu un autre graphique, il n'y est pas là. Il faut faire attention, parce que quand les Allemands sont en difficulté, ils s'énervent. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est vraiment ça. Je pensais, non, mais moi, j'ai un peu de recul donc sur l'histoire, et je reste méfiant, parce que là, s'ils arrivent à être tous au chômage et tout ça... Ah oui, non, mais ça se passe très très mal en Allemagne. Et tout le monde sait, on le sait par expérience, que quand l'Allemagne tousse, la France attrape le choléra. Ça, depuis 40 ans que j'observe. C'est joli, c'est joliment dit, ça. Oui, tout à fait. C'est un peu, il y a un clin d'œil à Gabriel, l'archange Gabriel, hein, Gabriel Garcia Marquez, qui a écrit Au temps du choléra. Il y a un roman que j'avais lu qui est très, très, très intéressant après avoir écrit 100 ans de solitude. Mais la solitude en tant que Dieu, c'est quelque chose de supportable? On s'habitue, mais c'est-à-dire qu'on est un peu spectateur d'un monde qui est vraiment divertissant. C'est où s'arrêtera la folie humaine? C'est la question que je me pose. J'ai l'impression de ne plus, en tant que Dieu, de ne plus être concerné par ce qui est en train de vous arriver, en fait. Bah oui, mais vous nous avez donné le libre arbitre, Monseigneur. J'aurais peut-être dû éviter. Je suis d'accord. Mais le libre arbitre a été ma faute. Dans le livre d'Enoch, la version sumérienne, donc, c'est très intéressant parce que Dieu dit, j'ai créé, je résume de mémoire, Dieu, j'ai créé l'humanité parce que je me sentais terriblement seul. Donc, en fait, nous sommes un peu vos jouets. Hein, nous sommes le cinéma auquel vous assistez. Oui, c'est ça, un spectacle qui m'est offert.
fait d'instinct, mais de temps en temps de choses extrêmement élégantes, extrêmement gracieuses, hein. Et puis beaucoup de merde. Excusez-moi d'être direct dans la façon. Beaucoup de choses. Voilà. Ça vous fait rire, mais hein, vous avez à gérer quand même pas mal de dégueulasseries. Ah, ben, justement, alors là, j'ai montrez-moi d'autres dégueulasseries. Je suis toujours estomaqué. Alors, puisqu'on parlait, justement, puisqu'on parlait justement de la manière dont les Américains sont en train de voler les Français, nous avons 3 articles. Hein. Le Français est-il un peu stupide ? Non, je ne crois pas qu'il soit plus stupide. Pas plus stupide. D'accord. Non, au contraire, je trouve que le Français même réagit très bien, mais en ce moment, il est paralysé par les médias. Il est paralysé par les médias. Non, mais le fait de se faire voler tout son argent. Eh ben, justement, regardez. Montrez-moi. Ça, c'est la destruction de l'Europe par les États-Unis via le prix de l'énergie. Alors, oui. Je vous lis ça. L'Union européenne a demandé à Mario Draghi un rapport sur le vrai problème de l'Europe. Résultat de son analyse, l'énergie est trop chère. Et cela l'handicape puisque l'électricité est à 160% plus chère qu'aux États-Unis. Or, ce sont justement les agents de la CI à Bruxelles et dans tous les gouvernements qui ont accepté les nouvelles hausses. La boulangerie qui était là a fermé. Par exemple, toutes les boulangeries qui ferment, toutes les entreprises qui ferment en France aujourd'hui. D'abord, ils ont eu le confinement. Oui. Ensuite, ils ont eu le remboursement du prêt PGE. Donc déjà, lame 1, lame 2. Et ensuite, augmentation, multiplication par 4 du prix de l'énergie, lame 3, mort. C'est fini, ils sont par terre. Donc le PGE, ça n'a servi strictement à rien, non, mais d'autant qu'aux États-Unis, ils leur ont donné, il n'y avait pas de PGE. C'est ça qui est intéressant. Donc vous voyez, c'était pour sauver les banques. Et donc, je finis là-dessus, regardez. Ce sont justement les agents de la CIA à Bruxelles et dans tout le gouvernement qui ont accepté les nouvelles hausses, comme par exemple M. Macron, ce qui a entraîné la fermeture de milliers de PME en France et de boulangers, dont certains se sont même suicidés en 2023 et 2024. Donc, je me permets ne vous suicidez pas. Montrez-moi qui s'est suicidé. Évitez le suicide. Parce que ça me met dans des difficultés, le suicide. À chaque fois, je rencontre des gens qui viennent de se faire suicider. Ouais. Et ils me disent, oui, parce que j'en pouvais plus, j'arrive plus. Je dis, je sais bien, mais bon, si vous vous suicidez tous, on va où ? Où va le monde ? Alors, est-ce que le monde tout entier est en train de se suicider ? C'est une vraie question que je vous pose. Vous êtes quand même pape. Je suis le pape, mais je suis le pape uniquement des catholiques. D'accord. Chez les orthodoxes, il y a des papes. D'accord. Vous n'êtes pas unis, quoi. Je ne suis. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu ou pas ? Exactement. Mais vous savez que vous avez un pays qui affirme qu'ils sont les détenteurs de tous les droits sur vous, je vous rappelle, qui s'appelle Israël. Bon, vous connaissez non, même moi, si vous voulez, vous n'y allez plus ? Non. Je m'y fous plus les pieds. Alors, attendez, la dernière fois que j'y suis allé, on m'a dit non, c'est comme ça que ça marche. On m'a à la douane, j'ai été interrogé, je sais pas quoi, peuple élu. Écoutez, j'ai dit je suis Dieu, je pense que je peux aller où je veux. Pas du tout. Ah non. Je vais être honnête, je devais me rendre à Gaza. Je suis appelé là-bas. Les gens ont besoin de savoir. Interdiction de traverser. Oui, vous savez que Monsieur Netanyahou et ses criminels, en fait, ils ont tué. Alors, je crois que il y a 50 000 morts, c'est ça 160 000 blessés, quasiment 200 journalistes assassinés. C'est-à-dire qu'ils visent les journalistes pour pas qu'on ait des retours sur les réseaux sociaux, etc. Ils visent Dieu. Je ne peux pas vous dire. Ils visent pour vous remplacer. C'est ça. Ils veulent vous remplacer par... Je lui ai parlé à Netanyahou. Il me dit non, ni pardon, ni oubli. Je lui ai dit, mais tu te prends pour qui ? Je lui ai dit, tu te prends pour qui ? C'est moi qui décide. Ah mais attendez. Pardonner ou pas, c'est pas toi. Non mais attendez, je vais pas m'énerver parce que... Dieu s'énerve, attention. Non. Mais justement, regardez bien. Pas me retrouver à la 17e, allez-y. Justement, regardez bien, parce que pendant ce temps-là, le Mossad, Israël, continue. Alors là, ils ont tenté de faire chanter à nouveau la Cour pénale internationale. Et c'est Madame Tomoko Akane, donc on la voit ici. Oui, je la connais très bien. Ça, c'est un article du 9 décembre, c'est vraiment, c'est à quelques jours d'ici. Donc, président de la Cour pénale internationale de La Haye. On ne peut pas faire beaucoup. Enfin, dans votre Il système. Est là.
a donné une conférence de presse à toute la presse internationale, au cours de laquelle elle s'en est violemment prise, sans les nommer bien entendu, Israël, les États-Unis et un peu la Russie pour équilibrer, on va dire, les accusant de tentative de chantage. Alors je cite la présidente Madame Tomoko Akane. La Cour fait face à des mesures... Ça se prononce Akane. Voilà, Akane. La Cour, donc elle et ses collaborateurs, fait face à des mesures coercitives, à des menaces, à des pressions, à des actes de sabotage pour l'empêcher d'effectuer son travail. Notre Cour subit des critiques de la part de ces pays après avoir émis des mandats d'arrêt contre des responsables israéliens et russes concernant les guerres à Gaza et en Ukraine. Notre Cour est menacée par des sanctions économiques draconiennes de la part d'un autre membre permanent du Conseil de sécurité, c'est-à-dire les États-Unis. Donc on voit bien l'alliance États-Unis-Israël, c'est l'alliance celui du 6e sous-sol au parking qui veut prendre votre place et qui veut remonter. Je sais. Oh, étoile, toi qui étais si belle, qui est tombée. Cette célèbre phrase. Monseigneur, je suis comme vous, je suis cette femme très gentille, très charmante d'ailleurs, et elle a un rêve, une utopie, une justice internationale. C'est beau. Oui, elle rêve de justice, c'est absolument. Beau. Moi, je lui ai dit absolument. c'est beau, mais elle m'a dit mais on n'arrive pas à la mettre en place. Nulle part sur BFM en France, rien. Personne n'a parlé de ces dames qu'on va voir. Et alors, la présidente Akane donc faisait référence au sénateur républicain pro-Israël qui a décidé de saisir toutes les administrations américaines donc, pour leur demander de prendre des sanctions contre la Cour pénale internationale. Bien sûr, qui sera alors qu'eux-mêmes se sont servis de la Cour contre Milosevic et bien d'autres, bien entendu. Exactement. Et de supprimer toute forme de financement qui ne posait aucun problème quand la CPI s'en était pris à Milosevic et surtout à Poutine. Non mais c'est quand même extraordinaire, c'est que la Cour est valable tant que ça obéit aux règles américaines, mais dès que 8 ans, on voit la manipulation. 8 ans d'incarcération pour le président Gbagbo, Laurent Gbagbo. 8 ans. Pour le relaxer finalement, au bout de 8 ans. Exactement. Magnifique. Ouais. Et là, on a effectivement, vous le savez aujourd'hui, Dieu est quand même bronzé. Voilà, je ne vais pas... Vous voyez. Donc, cette justice internationale, elle s'en est pris essentiellement au continent africain et aux Serbes, c'est vrai, qui ont souffert énormément de cette justice. Et Russes, et maintenant Russes. Ils sont orthodoxes, hein, je veux dire, c'est... Non, mais c'est une cour américaine. Voilà. Donc la créature a échappé à son créateur. La cour c'est Frankenstein, est devenue, grosso modo. Oui, j'ai vu, était menacée d'antisémitisme. Non, ils ont dit que c'était antisémite. La justice serait antisémite. Exactement, toutes les cours internationales sont antisémites. C'est intéressant. Amnesty International est on en a parlé dans la dernière... Dieu est antisémite. Est-ce que vous voulez que je vous dise? Même votre fils, avec l'épisode de La Fontaine avec la Samaritaine, il a dit à la Samaritaine, ta fontaine là, qui appartenait à Jacob, elle n'a strictement aucun intérêt, cette eau, elle vaut rien, mais l'eau que moi je vais te donner à boire, celle-là, elle te permettra de rejoindre le paradis. Je cite comme ça de tête. C'est la vraie eau. On peut dire ce qu'on veut, mais 2000 ans après, on le cite encore. Exactement, voilà. C'est exactement, tout à fait. Ouais. Attendez, alors c'est pas fini justement. Alors les agents du Mossad ont été à nouveau pris la main dans le sac en Italie et en Grèce. Vous avez rien entendu de ça sur CNews, ni sur TF1, BFM, etc. Parce que ça nuirait gravement une fois de plus à l'image d'Israël. Pourtant, si l'opération a échoué en Italie, elle a forcément bien fonctionné en France. Ainsi, la presse italienne a révélé que le Mossad a fait espionner la première ministre, Madame Giorgia Meloni, ainsi que tout son entourage. Il n'y a pas qu'elle, c'est leur téléphone, leurs déplacements, la totale. Et cela en se reposant sur un prestataire italien composé d'anciens des services italiens. Voilà, de la trahison, il n'y a que ça de vrai. Tel Aviv les a forcément payé des millions d'euros pour qu'ils acceptent d'espionner leurs propres politiciens avec des risques colossaux que cela comprend. Alors, écoutez bien. La trahison. Et alors, quelques jours plus tard, une autre affaire, sur l'île de Rhodes, cette fois. Oui. Une autre affaire, donc, avec l'arrestation d'un citoyen israélien, Nati Meir, ex-membre du Parlement roumain. Celui-ci, pour obtenir sa libération, a avoué aux policiers et magistrats qu'il travaillait depuis des années pour le Mossad, pour les services de Tel Aviv, et que pour cette raison, il ne devait pas être renvoyé à Bucarest, où il est recherché pour une autre affaire fiscale. Traduction, il a été un agent du Mossad, infiltré au plus haut niveau politique de Bucarest, et à Bruxelles, parce qu'il était à Bruxelles, où, évidemment, il votait des lois favorables à Israël et aux États-Unis. Et donc, vous imaginez le nombre de nos députés qui sont pris en main par le Mossad, c'est absolument effrayant. Et là, je salue la France Insoumise,
qui justement ne s'est pas soumise pour une fois. Au moins sur ce sujet-là. Voilà. Et je salue un autre humoriste que j'ai beau... Parce que 15 ans avant, il a fait un sketch absolument extraordinaire. Il s'appelle Dieudonné d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Je le vois. Un Africain. Voilà, il a dit chérie, je suis en train de bombarder Gaza. Apporte-moi des pistaches. Hein, j'ai le champagne déjà, de mémoire. T'es chez toi, c'est ton bureau, c'est propre évidemment. Hein, t'as un joystick, une coupe de champagne. Une seconde, Rachel, je suis au-dessus de Gaza, chérie. Mais oui, je balance du phosphore blanc. Ramène-moi des pistaches. Vous vous souvenez de ce Oui, c'est vrai. Il avait été quelque part, effectivement, avec les drones, précurseur. Avec 15 les ans drones. avant. 15 ans avant. Alors qu'aujourd'hui, ils utilisent les drones tout le temps. Non, mais c'est extraordinaire. C'est un don vous lui avez donné le don de vision. Hein. Je lui avais du futur. À l'époque, j'avais des petits entretiens comme ça sporadiques avec lui, et je vois qu'effectivement, il s'en est inspiré pour devenir après, effectivement, cette bête immonde. Et alors, votre luminosité céleste, attention, j'ai encore mieux. Alors, imaginez donc qui a été son avocat, parce que il y a un avocat qui s'est précipité pour le défendre à Rhodes, bien entendu. Oui. Et alors, il s'agit de Maître Jaslovitz, qui est surtout connu pour avoir défendu en 2019 un groupe d'Israéliens accusés d'avoir violé en groupe une pauvre touriste britannique à Chypre. Ajoutez ces deux affaires à celles que j'ai exposées lors de mon reportage à Istanbul. Vous connaissez, vous avez beaucoup suivi, où le service turc, le MIT, je vais y arriver, mène une guerre sans merci aux espions du Mossad, qui fonctionne surtout par chantage, y compris des enfants. Et vous avez un tableau assez complet de ces méthodes. Donc, aux spectateurs, vous avez mon reportage justement sur la guerre que mène Erdogan à tous les espions du Mossad à Istanbul. Il en a jeté 200 en prison. Alors, les prisons turques... à mon avis, vous devez avoir beaucoup de convertis dans les prisons turques. Ils doivent appeler Dieu. Ils m'appellent régulièrement. Alors, on se souvient de ce célèbre film Midnight Express. Hein, quelle réputation à la Turquie, c'est quand même incroyable. C'est vrai. Mais alors que la Turquie, quand même, est un pays très, très, très évolué aujourd'hui. On essaye de dépeindre ce pays. Souvent, on prend comme exemple ce film, effectivement. Mais je suis très étonné par ce qui se passe. Alors, j'aimerais quand même, simplement pour conclure cette petite séquence, dire tous les Israéliens ne sont pas évidemment à la solde de cette équipe satanique, on va dire, hein, quand même, il faut le dire. Et il y a des révoltes aujourd'hui dans ce pays, et c'est important de les soutenir. J'ai un immense respect, vous aussi j'imagine, pour le journal Haaretz, qui est très bien. Et moi je rappelle à nos spectateurs qu'Israël a pris le contrôle des journaux et surtout des télés. Je vous donne un exemple, Libération, parce que Libération, au fait de sa gloire, mais bien entendu, qui ne gagnait pas d'argent, donc ils ont coulé, qui l'avait racheté à l'époque, c'était le baron de Rothschild. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, qui a sauvé et qui a été nommé à la tête de Libération, rédacteur en chef? Encore un peu, ouais. Voilà, ouais. Don Aflon, ancien membre du Shin Bet, enfin les services secrets israéliens. Donc, je veux dire, manifestement, ça ne dérange personne au contre-espionnage qu'on ait un espion israélien à la tête d'un journal français. Moi, je rappelle toujours que Murdoch a été obligé de renoncer à sa nationalité australienne pour pouvoir racheter une télévision américaine. Donc, il est devenu américain. Mais manifestement, nous, en France, on a perdu toute forme de souveraineté. Et en tant que pape et journaliste, parfois, ça m'arrive, moi, je suis totalement révolté par cet état de fait. Mais voilà. Vous êtes révolté, mais est-ce que vous avez fait le ménage au Vatican? J'ai eu beaucoup de mal. Vous avez eu du mal? Je suis cerné. La Banque du Vatican, tout ça. J'ai entendu beaucoup de choses. Oui, je suis cerné. Notamment la loge P2. Hein. Voilà, je voulais pas. Mais il y avait la loge P3, il y y avait la P4, voilà. Il y avait la P5. Oui, ça vous fait rire, mais oui. Vous parlez en mon nom. Vous parlez en mon nom. Non, je parle de votre fils, je vous rappelle. Oui, mais des fois vous mélangez tout. Vous mélangez tout. En effet. Et bien justement, avant que vous rejoigniez votre mont Olympe... Vous savez que je suis sur surveillance. Vous êtes connecté aux étoiles, satellites, c'est tout à fait extraordinaire. On salue vos surveillants et vos juges, etc., afin qu'ils soient bienveillants et qu'ils vous fassent des prières, bien entendu. Voilà. Donc, on va aborder quelque chose qui est très intéressant. Vous allez voir, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Vous allez Trump et Musk vont se venger donc de NewsGuard. Budget 100 millions. Bonjour le chat, comment vas-tu? Bonjour Minette. Tiens, prenez-le. Hop.
Je vais prendre le... Allez-y, allez-y, prenez. Voilà, merci. Prenez, moi je m'occupe du chat. Voilà. Comment vas-tu? Ça, c'est... Ouais, vous posez ça. Hop. Finalement, ce qui reste de plus intelligent, si ben... Ce sont les chats. Les chats sont des messagers de Dieu, justement. Oui, c'est pour ça. On est très connectés. D'ailleurs, vous voyez, des fois, les chats font un peu tout et n'importe quoi, mais en fait, ils me voient. J'interviens, je suis souvent avec eux. Je suis là. Non, elle est magnifique, Iris. Ouais. Moi, j'ai déjà un chat. Oh, t'as des bonnes... Alors, justement, figurez-vous que dans les médias, CNN et vous savez, les grandes chaînes américaines... Oui. CNN, MSNBC et le fameux journal le Washington Post, la voix de la CIA comme vous le savez, sont en faillite cachée, figurez-vous. Ils n'ont plus de lecteurs, donc ils sont en train de licencier un maximum. Et figurez-vous que Elon Musk a eu l'idée de racheter MSNBC, qui appartenait à Microsoft. C'était le journal de la télévision de Bill Gates. Donc il veut le racheter pour le donner au fameux complotiste Alex Jones. Elon Musk veut désormais influencer le monde grâce à son réseau social X. Il peut diffuser sans limite ses idées conservatrices à ses 208 millions d'abonnés. Son terrain de chasse, les mouvements souverainistes et populistes. En Allemagne, il n'hésite pas non plus à soutenir l'AfD, un parti d'extrême droite, anti-immigration et eurosceptique. Mais aussi le Royaume-Uni, quand il promet un don de 100 millions de dollars à un fervent défenseur du Brexit, Nigel Farage, pour qu'il gagne les prochaines élections. Et là, M. Trump veut se venger de tous les newsguards. Vous savez, ceux qui nous avaient accusés d'être des complotistes, c'est-à-dire des propagateurs de fausses news. Là, on va vous montrer une lettre que j'ai reçue à l'époque en disant que nous, on donnait des fausses news ici, alors que toutes sont sourcées. Attendez. Si Dieu commence à raconter n'importe quoi, où va-t-on? Oui, mais c'est quand même... NewsGuard estime qu'ils vous sont supérieurs et que les news sont leur ressort, c'est à eux de leur dire la vérité. Alors, je vous donne un exemple. KKR, donc vous savez, c'est un fonds vautour américain. Oui. Donc, ils ont décidé de racheter le groupe Springer, qui est un gros groupe média américain, allemand, qui possède Atlantico. Donc, Atlantico, c'est très politique. Donc, vous voyez. Ensuite, vous avez la chaîne MSNBC, donc c'était la chaîne de Bill Gates. Figurez-vous que ils sont en faillite. C'est-à-dire... Alors, écoutez bien, attends, vous allez voir, c'est génial. Pendant la semaine du 6 novembre 2024, il ne restait plus que 38 000 spectateurs de la catégorie 25-54 ans. Attendez, c'est une chaîne qui est diffusée sur tous les États-Unis, au Canada, dans le monde anglo-saxon, partout. Elle est en faillite. 38 000 spectateurs uniquement, ce qui signifie que les annonceurs ont déjà commencé à quitter la chaîne, bien entendu, et qui va se retrouver en faillite, forçant donc son propriétaire, Comcast, à injecter des millions, des centaines de millions de dollars chaque mois pour sauver ce qui peut être sauvé. Voici ce qui attend toutes ces télévisions BFM, comme CNews, même les journaux, j'ai vu le Parisien qui est le Washington licencié, tout. Ils ont licencié les Échos, ils sont en train de licencier. En France, BFM Paris ferme. Ah oui. Ah, le groupe Drahi, on en a parlé la dernière fois. Bien sûr. Le groupe Drahi est très très mal. Ils auraient dû se séparer de ce Fogiel. Depuis bien longtemps, je l'avais dit, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ah, il a d'ailleurs, Fogiel a perdu son fameux procès contre un certain Dieudonné. Oui, il a été condamné. On en a parlé la dernière fois. Oui, ce qui le dérangeait, c'était l'odeur des Noirs. Bon, voilà. Après, chacun fait... Alors, en ce qui concerne, regardez, CNN, alors eux, qui sont diffusés en fibre optique, sur Internet, par satellite, par ondes hertziennes, dans le monde entier, 7 milliards. Ça fait quand même un beau potentiel. Ils n'ont plus que 800 000 personnes qui la regardent sur 145 pays où il est diffusé. Et donc, ils ont commencé à licencier en masse les journalistes. C'est-à-dire qu'à force de donner des fausses news, alors que nous, bénédiction sur vous, chers spectateurs et spectatrices, et sur vos petits chats, nous, on vous donne des vraies news. Dieu est là. Voilà. Dieu garantit la véracité de ces informations. Pour ceux qui et vous pouvez les vérifier, vous avez tous les liens. Et tenez, regardez par exemple le Télégraphe de Londres, célèbre journal de notre ami Ambrose Evans Pritchard. C'était un des rares journalistes avec ma modeste personne et d'autres, on était 10, à annoncer que Wall Street allait voler dans les airs en 2008. Eh bien, figurez-vous que Nadim Zahawi et un autre milliardaire, M. Mansour, ils vont racheter le Télégraphe de Londres, qui, effectivement, à force de prendre des positions politiques, ça ne plaît pas au public, qui n'adhère plus. Et donc, ils n'achètent plus.
Et donc tous ces journaux font faillite. Et alors en plus de ça, en France, si je ne m'abuse, ils touchent des subventions énormes. Mais bien sûr, en plus, avec, pardonnez-moi, nos impôts. Hein, ils pas prennent les miens, nos impôts. pas mes impôts personnels, bien sûr, mais oui, les vôtres. Oui. Ben, écoutez, justement, parce que nous sommes en cette nouvelle année 25, et parce qu'il est de tradition de faire des offrandes à Dieu, je tiens à faire une petite pause, parce que, donc, on fait des offrandes à Dieu. Et donc, alors. je vais, surtout, je vais faire une offre. Je vous offre une bulle papale, comme il se doit. Très bien. Alors, la bulle papale, je vais les dicter. Pas les cadeaux, parce que c'est toujours un peu gênant, mais venant de vous, voilà, c'est une bulle papale pour de vrai. Oh. À la veille de Noël, je crois qu'elle va faire des heureux. Voilà, c'est une bulle. Et n'oubliez pas, Dom Pérignon, l'inventeur du champagne, c'est Dom Pérignon et Dom Runard. Vous pouvez bénir cette bouteille, Seigneur, et me bénir par la même occasion. Que ces bulles aillent là où elles doivent aller. Ceci est pour vous. Merci. Je me permets de regarder quand même le cadeau. Magnifique. Voilà, magnifique. Et ensuite... merci. Hein, Et alors, ensuite, puisqu'on sait que Dieu joue aux échecs et que c'est son sport favori... Bobby Fischer. Je sais que vous connaissez toutes les ouvertures. Oui. Les Françaises, Miso indiennes, oui. L'ouverture Philidor, enfin, c'est laquelle votre favorite? Française, E4. E4 ouais. D'accord. Eh bien, je vous offre les mémoires de Feng Xiu-Su. C'est celui qui a battu, qui a mis au point l'ordinateur. D'accord, Kasparov. Et c'est la fameuse série donc, qui est sortie de ce livre sur Arte. Donc, lorsqu'ils les ont battus, Kasparov, la première fois que le champion du monde a perdu. L'homme qui a battu Kasparov sans vraiment savoir jouer aux échecs. La véritable histoire de l'étudiant chinois qui a fini par vaincre le champion du monde et qui a révolutionné le monde moderne avec son ordinateur Deep Blue et qui nous a donné aujourd'hui l'intelligence artificielle. Parce que tout ce qu'on a aujourd'hui avec ChatGPT et tous les systèmes d'IA qu'on observe aujourd'hui, c'est grâce à ces travaux. Donc c'est un livre absolument phénoménal et que vous allez adorer parce que vous avez toutes les parties qui sont analysées. J'ai envie de les voir, ces parties, justement. Voilà. Donc ceci est pour vous. Alors ensuite, je sais que vous aimez beaucoup la Turquie. Ah oui. Donc là, vous avez Sauvagerie diplomatique. Ce pauvre... qui a été massacré par le prince Mohammed Ben Salman. Alors, j'ai eu des échos comme quoi il avait regardé son massacre en direct sur sa tablette Apple qui a été retransmise. Et donc, ça vient de quelqu'un de très haut placé à l'Élysée, qui me l'a expliqué. D'accord. Voilà, et qui était en charge justement du renseignement. Donc voilà. Et ça, c'est toute l'enquête qui a été faite par tous les journalistes turcs qui ont révélé l'affaire. C'est accablant, visiblement. Définitivement. Et là, vous avez deux grands journalistes du Wall Street Journal, puisque Mohammed Ben Salman, du pétrole et du sang. Et donc là, c'est extraordinaire parce que c'est le Moyen-Âge au XXIe siècle. Comment fonctionne l'Empire saoudien? Et c'est absolument phénoménal. Donc, si vous avez aimé le personnage de Tintin, vous savez, le petit, comment il s'appelle là, Abdullah, voilà. Vous avez de la... voilà, super, donc ça, c'est... Merci. Et les cadeaux. Lui est quand même assez fragile. C'est si les États-Unis... le lâche... oui, mais maintenant, il est indépendant. Il a pété un plomb. Il est devenu fou. Voilà, il est devenu fou. Là, il se prend pour Dieu. Oui, j'ai appris qu'il voulait à un moment donné, il était question qu'il me remplace, enfin dans son esprit. Donc, c'est Momo, c'est ça? Exactement. Donc, très cher luminaire céleste, lampe de chevet sidéral, merci d'être venu. Je sais que vous devez regagner votre Olympe. Oui. Donc, nous allons continuer à donner des petites informations sans vous, puisque les satellites vous ont enjoint de retourner sur votre montagne, voilà. Dans ma galaxie. Mais, mais je suis là. Moïse vient vous voir, vous le fréquentez, Moïse, oui, de temps en temps? Il y a 15 jours. Il y a 15 jours, ça va. Je l'ai vu il y a 15 jours. Moshe. On salue Moshe. Et il est très très déçu de ce qui se passe dans une certaine région du monde. Je ne vais pas la citer, je ne m'en parlerai pas. Mais c'est terrifiant. Réveillez-vous dans cette région. Donc, alors, je crois qu'ils attendent un Messie, c'est ce qu'on m'a dit. Exactement, ils attendent le Messie. C'est ce qui a été promis. Il est venu il y a 2000 ans. Non, ils attendent le leur. Donc c'est le fameux que moi j'appelle l'Antéchrist. Voilà. Donc ils attendent le retour de l'Antéchrist selon les promesses du rabbin Schneerson, dont on vous parle dans un certain livre 888 que j'ai lu récemment, qui je trouve très bien, que je vous recommande. Là, on est dans le délire et pourquoi pas les petits hommes cher verts. Dieu, Monseigneur,
donnez votre bénédiction à nos spectateurs, à nos lecteurs. Pour ces fêtes de fin d'année, soyez bénis, mes amis. Et surtout pour l'année 2025. Et sur 2025, bien évidemment, pour toute l'année 2025. Hein. N'oubliez pas, je suis celui que vous devez regarder. Hein. Et puis rire un peu parce que c'est vrai que la situation est catastrophique. Ouais, absolument. Non, mais je vous assure, moi, souvent, en écoutant comme ça, j'estime qu'en fait, ce qui nous rapproche le plus de Dieu, c'est le rire. Rabelais avait quand même, il avait touché le sujet. Qu'est-ce qui est le plus magique, ce dont on se souvient le plus dans notre vie, quand on regarde en arrière, c'est chaque fois qu'on est tombé amoureux et nos plus grands crises de fou rire. C'est ça qui est extraordinaire. Donc c'est pour ça que la dérision, rire de soi, rire du monde. Et elle rejoint la spiritualité, vous avez raison, quelque part. Absolument. Donc, bénédiction sur vous, je vous le redonne, une merveilleuse année pour vous. Nous saluons vos anges gardiens. Tout à fait. Et vos anges à vous, qui vous accompagnent, des myriades d'anges qui accompagnent Dieu. On vous embrasse et on fait un gros câlin à tous vos minous et à tous vos toutous. Et Iris, elle est en train de vous dire au revoir également. Merci à vous. C'est vrai que je fais pas marrer tout le monde non plus. Il y en a même que je rends malade. Bien sûr. Bernard-Henri Lévy, par exemple. Le philosophe milliardaire. Alors, un de mes spectacles, c'est une séance de chimio hypersétif. Petite mèche à la con, là, ça dégage. Bernard-Henri Lévy, le philosophe milliardaire. Bien sûr, c'est possible. Faire coiffeur, astronaute, tu peux tout faire aujourd'hui. À chaque fois qu'il écrit sur moi, c'est Bernard, c'est Dieu donné, enculé, machin. Antisémite. Ça, c'est son truc, antisémite. En même temps, à chaque fois qu'il écrit, c'est ça. Hein, mais le fait que vous soyez dans la salle, vous êtes considérés comme des antisémites pour Bernard. Non, ne ris pas, c'est chiant. Attends, le mec arrive, il sait pas l'autre. Hein. Il arrive, ah, ça va, toi, antisémite, ah bon? Ah merde. Ah mais si t'achètes pas son bouquin, t'es aussi considéré comme antisémite. Dès que ça l'emmerde, t'es antisémite. Ah, c'est génial ce système. Un moustique, par exemple, ah, antisémite! Oh, Bernard. Non, mais je lui envoie une petite crotte de nez dans sa face, c'est gentil. Hein, c'est l'esprit Coubertin, ça, c'est la loi du sport. Mes très chers lecteurs, je profite de cette pause pour vous présenter un livre absolument extraordinaire, exceptionnel de Margherita Guarducci, une Italienne bien entendu, qui est archéologue et épigraphiste et qui, vu ma position, n'est-ce pas, entre papes de fake news, eh bien, c'est la découverte de la tombe de Saint-Pierre. Alors, vous savez que beaucoup d'Israéliens ont expliqué, je pense notamment à Simcha Jacobovici, que Saint-Pierre n'a jamais existé, Pierre n'a pas existé, qu'il n'a pas mis les pieds à Rome, que Jésus n'est pas mort sur la croix, enfin, toutes les conneries habituelles dont ils ont l'habitude. Eh bien, figurez-vous que Madame Guarducci est celle qui a prouvé véritablement que Pierre a existé et qu'elle a... c'est elle qui a redécouvert sa tombe, raison pour laquelle l'imposteur qui se trouve à Rome, qui vous a dit de vous vacciner, d'accueillir des migrants chez vous, enfin toutes ces âneries qui étaient en cheville avec Monsieur Bill Gates et Madame Melinda Gates. En 2013, vous allez voir les images brièvement, il a donné une messe en mondiovision où il a présenté donc au monde effectivement le coffret qui contient les os de mon illustre prédécesseur qui a donné donc le siège de Saint-Pierre. Bénédiction sur vous. Donc je vous lis la 4e de couverture. Si les 2 plus grands exploits archéologiques à ce jour sont la découverte de Troie par Henrik Schliemann, et celle de la momie de Toutankhamon, que vous allez voir, par Howard Carter, aucune n'arrive à l'importance que représente l'identification de la tombe de l'apôtre Pierre par Margherita Guarducci. Lorsqu'en 1939, le pape Pie XI demanda à être enterré près du compagnon de Jésus,
par manque de place, des travaux de sondage furent entrepris sous la basilique. Et c'est lors de ces travaux de préparation qu'un ouvrier a soudain été happé dans l'excavation qu'il préparait. Comme dans un film Retour vers le futur, ou vers le passé en l'occurrence, sa chute de plusieurs mètres l'a instantanément transporté du XXe au 1er siècle. Et donc, Margherita Guarducci est celle qui a réussi l'exploit en 1956 à identifier l'emplacement de l'apôtre. Eh bien, c'est une épigraphiste, ce qui l'a définitivement aidé à trouver son chemin dans le labyrinthe complexe de cette gigantesque nécropole romaine dont le Vatican ignorait l'existence. Alors, épigraphie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, au 1er siècle, bon, on n'y avait pas Internet, pas de radio, pas de télévision, pas d'imprimerie, rien. La seule façon pour les peuples, le peuple de base, les gilets jaunes, ceux qui ne sont rien, ceux qui doivent traverser la rue pour trouver un emploi et va t'acheter un costard, n'est-ce pas? Eh bien, leur seule possibilité de s'exprimer, c'était d'écrire des graffitis sur les murs. D'écrire sur les murs, et bien entendu, les premiers chrétiens, bien, ils écrivaient des codes dans les rues, et bien entendu, là, en l'occurrence, dans cette tombe, enfin, dans cette nécropole. Et c'est ce qui lui a permis, je vous résume, de le retrouver. Et c'est justement, c'est ça qui l'a aidé à trouver son chemin dans le labyrinthe extraordinairement complexe de cette gigantesque nécropole romaine dont le Vatican ignorait l'existence. En donnant le contexte historique, le professeur Guarducci raconte elle-même dans ce livre, traduit pour la première fois en français par un certain Pierre Jovanovic, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, comment, décryptage après décryptage, des graffitis sur les murs, elle est parvenue jusqu'à la dernière demeure de l'apôtre. Alors, l'aventure de Margherita Guarducci est d'Indiana Jones. Sa découverte sera même reconfirmée au XXIe siècle par des analyses scientifiques complémentaires. Alors, son livre est illustré par de très très nombreuses photos et c'est un travail gigantesque, écrit vraiment d'une manière extrêmement simple et ça vous montre comment elle a réussi à recréer, à retrouver la tombe de Saint-Pierre. Et figurez-vous que l'un des préfaciers de ce livre, c'est Monsieur Morton, un journaliste anglais, et c'est lui qui avait accompagné Carter lorsque celui-ci avait découvert la tombe de Toutankhamon. C'est quand même incroyable, le monde est petit, c'est vraiment magnifique. Voilà, donc je vous recommande, alors si vous vous appelez Pierre, Pierre-Charles, Pierre-Yves, Pierre-Édouard, enfin toutes les combinaisons possibles, enfin un Pierre donc par définition, vous devez lire ce livre parce que c'est l'écho de Pierre qui est quand même quelque part en vous. Et il va de soi que la découverte de la tombe de Pierre non seulement prouve que les protestants, enfin le fondateur du protestantisme avait tort, lui qui était certain que Pierre n'a jamais mis les pieds à Rome non plus, eh bien écoutez, si Pierre a existé, on a les os, tout a été retrouvé, donc ça veut dire que Jésus a existé et donc les deux étaient ensemble. Et n'oubliez pas, Jésus a renommé donc le pêcheur Simon, à la seconde où il l'a vu, il a dit « Tu ne t'appelles plus Simon, tu vas t'appeler Pierre, et c'est sur cette pierre que je vais construire mon église. » Et c'est exactement au-dessus de sa tombe au Vatican, qui à l'époque était un dépotoir, je le rappelle, c'était un dépotoir où les Romains jetaient les esclaves morts. Et aujourd'hui, c'est devenu le plus beau monument au monde. Voilà, donc salutations à Madame Margherita Guarducci, salutations à elle, salutations à Saint-Pierre, par définition, voilà, qu'on salue, bénédiction sur vous. Je vous recommande ce livre qui est absolument formidable. Merci à vous. Je vous ai prévenu à l'entrée que j'ai pas mal de spectacles sous le pied, on va dire, dont mon nouveau spectacle, que j'ai pas encore testé. On va tout à fait le faire. Et donc j'ai expliqué, et donc c'est pour ça que vous êtes rentrés, que vous n'aurez pas, vous ne pouvez pas assister à ce spectacle ce soir, mais je vais vous parler. On est rentré avant l'arrêté préfectoral. Bon, donc je vais continuer moi à vous parler et à vous... Ah oui, je suis obligé. Eh bien, nous voici de retour dans cette seconde partie de la revue de presse. Dieu est parti, mais il est quelque part resté avec nous et avec vous. Bénédiction sur vous, tous et toutes, mes très chers lecteurs et spectateurs. Je vais vous donner quelques infos bancaires.
Alors, par exemple, c'est quelque chose que j'avais oublié, mais je voulais vous en parler. Toute personne cliente de la caisse d'épargne, si elle est à découvert et si elle a le malheur de déposer un chèque de 1 505 € ou plus, eh bien, elle restera à découvert, au risque même de voir ses chèques être rejetés et carte Visa bloquée, car la banque a décidé de la prendre pour une idiote. Pour les chèques inférieurs à 1 500 €, merci d'utiliser la machine ci-dessous. Pour les chèques supérieurs à 1 500, merci de remplir un bordereau derrière vous et de glisser dans la boîte prévue à cet effet. Donc vous voyez, il complique déjà tout. Bon, attention, c'est marqué, hein. Pour tout dépôt de chèque supérieur à 1 500 €, il y a une réserve d'encaissement de 15 jours. Délai réglementaire pour vérifier la provision. Alors c'est vraiment des escrocs, quoi. Parce qu'à l'époque, au ce 21e siècle, où les traders à Wall Street se battent à coups de millionièmes de seconde, soi-disant il leur faut 15 jours pour vérifier, alors que tout ceci est automatisé, que ça passe sur des machines scanners et que c'est fait en moins d'1 minute. Ce sont des menteurs. Mais ça leur permet de garder l'argent sur le compte et de le faire jouer pendant 15 jours. C'est l'idée. J'ai eu un autre lecteur qui m'a expliqué, donc il avait déposé un chèque à la Société Générale de 4 500 € et ils lui ont dit qu'il leur fallait 20 jours pour encaisser le chèque. Voilà. Rien que ça, 20 jours. Alors qu'en fait, ils l'ont encaissé tout de suite. Voilà. Donc ça, on a les preuves. Alors ensuite, Société Générale, je vous ai expliqué, vous savez bien qu'ils vendent de tout constamment. Et bien là, ils ont réussi à enfin trouver un pigeon pour vendre Shine. Donc ça date du 16 décembre. Vous le retrouverez donc sur quotidien.com. Et moi, je vous dis, il y a quand même quelque chose qui ne colle pas. Et ça a été racheté par des Danois. Donc si vous restez chez Shine, vous allez vous retrouver au Danemark. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Allez à la BNP. Alors justement, puisqu'on parle de la BNP, regardez bien. Figurez-vous que la BNP a prêté 5 milliards à un hedge fund de la CIA. Rien que ça. Alors, incompréhensible, à moins qu'il y ait un gros chantage à la clé. Bah forcément. La BNP a accepté de prêter 5 milliards de dollars à quelqu'un qui n'en a pas vraiment besoin. C'est-à-dire le hedge fund qui, à la base, gérait les cotisations retraite de tous les agents de la CIA, c'est-à-dire Apollo Management. Donc là, je vous recommande de lire Blight Masters. Attention, le livre Blight est toujours à jour, hein. Donc Apollo Management, unité de la CIA, devenu l'un des plus gros hedge funds au monde de Wall Street, grâce à tous les anciens de la CIA qui y travaillent et qui utilisent, bien entendu, les mêmes trucs d'espionnage pour faire venir les fonds chez eux. Alors question, pourquoi BNP n'a-t-il pas prêté ces 5 milliards de dollars à ses propres unités de hedge fund? Pourtant, moi j'avais rapporté donc dans la revue de presse, voici quelques jours, que les Américains veulent encore la peau de la banque française. Apollo Management obtient 5 milliards de dollars de BNP pour augmenter ses paris sur le crédit privé. Moi je vous dis, c'est vraiment une grosse arnaque puisqu'il s'agit de crédit défaut swap. Donc on revient du côté de Blight Masters. L'argent et les dépôts des clients de la BNP, donc les vôtres, vont aux États-Unis aider la CIA, Apollo Management, qui, je le rappelle, a financé Jeffrey Epstein, le proxénète au service de la CIA et du Mossad, comme vous le savez. On a un livre là-dessus, je vous le recommande, à coût de dizaines de millions de dollars. Et Léon Black, donc le patron de Apollo Management, a été démissionné depuis. Alors ça, je le dis à tous les gens de la BNP, je suis preneur de toute info interne qu'on pourra publier. Alors maintenant, on va très vite aborder Goldman Sachs. Alors, Goldman Sachs et Apple. Alors bon, ça se passe aux États-Unis, certes. Lancée comme la carte de crédit ultra luxe, la carte Visa émise par Goldman Sachs avec le logo Apple dessus avait séduit tous les hipsters, les BCBG, les WASP, ainsi de suite, et autres grands privilégiés, soit quand même 12 millions de clients aux États-Unis. L'opération avait comme but de permettre à Goldman Sachs de s'ouvrir au grand public, mais très riche. Depuis, cela lui a coûté un bras, comme on dit, et l'état-major ne sait pas comment mettre un terme définitif à cette opération. Mais ce que vous devez savoir, c'est que, grosso modo, le Bureau de protection des consommateurs a montré que Apple et Goldman ont fait des abus pendant des années avec la carte crédit Apple. Et selon l'accord, Goldman Sachs est obligé de verser 20 millions de dollars en dédommagement à toutes les victimes et en plus une amende civile de 45 millions, portant le total à 64 millions de dollars. Et Apple, de son côté, va payer 25 millions de dollars comme amende pour un montant combiné de 89 millions de dollars pour les deux parties. En d'autres termes, Goldman a volé les clients en plein jour avec toutes sortes d'astuces tout en refusant ses responsabilités. Donc vous retrouverez le grand article, donc c'est du 28 octobre. Voilà. Alors, ensuite, toujours aux États-Unis,
Tous ceux qui nous disent oui, tout va bien dans les banques. Non, il y a encore une banque morte, hein, elle est mourue. Donc, une banque régionale de l'Oklahoma, c'était la deuxième banque qui a volé dans les airs après la faillite de la Republic First Bank de Philadelphie. Et donc, la FDIC a estimé qu'elle n'avait pas assez de fonds et qu'elle est morte. Donc, ça fait déjà plusieurs banques qui ont passé l'arme à gauche. Alors, InfoWars constate avec tristesse, écoutez bien, si vous êtes riche et puissant, comme l'étaient les déposants de la Silicon Valley Bank, vous vous souvenez, je vous en ai parlé, alors vous avez droit à un remboursement intégral en cas de disparition de vos dépôts non assurés à la suite d'une faillite bancaire. Les ultra-riches et les entreprises ayant jusqu'à 500 millions de dollars en dépôt à la Silicon Valley, comme par exemple la plateforme Roku, ont été renfloués par le gouvernement l'année dernière. Mais les pauvres qui étaient dans ces banques, eh bien, figurez-vous qu'elle a décidé d'assurer seulement 50% des dépôts. Donc, en fait, ils ont perdu. Voilà, c'est absolument, c'est vraiment effroyable, quoi. Donc, mort aux pauvres et vive les riches, hein, selon la société américaine. Et n'oubliez pas, si la Fed a passé sa garantie sur tous les comptes pour les gens normaux, les citoyens, de 100 000 $ en 2008 à 250 000 aujourd'hui, donc ils ont suivi l'inflation. La Banque Centrale Européenne de Madame Lagarde, et là j'adresse un message public à Madame Lagarde, pourquoi vous n'avez pas fait autant? Puisque aujourd'hui, les comptes bancaires des Français sont garantis toujours à 100 000 €, exactement comme en 2008. Madame Lagarde, c'est un vrai scandale et je vous demande, en tant que pape de la fausse information, bénédiction sur vous, de remettre cette garantie à tous les Français de 250 000 € sur leur compte. Et je vous invite tous, mes chers spectateurs, à tweeter, donc abonnez-vous à mon X, pardon, et à mettre @ECB, augmentation de la protection à 250 000 € exactement comme la Fed. Ensuite, alors le Bon Coin, alors là aussi on est un peu comme Apple et Goldman Sachs. Hein. Alors le Bon Coin, donc vous savez le site qui vend plein de choses, hein, c'est les petites annonces, etc. Eh bien, si vous vendez par exemple une chaîne IFI ou des vêtements, une voiture, des bibelots, peu importe, sachez que cette société, donc le Bon Coin, applique une règle, la même règle qu'une banque pourrie que vous connaissez bien, que j'ai souvent dénoncée, qui s'appelle la banque allemande Bosch, hein, des Bosch, N26. Sous des prétextes bidons, le Bon Coin fait tout pour ne pas payer les vendeurs. Écoutez bien, depuis le 20 août, Charles fulmine, impossible pour ce Vendéen de récupérer les 125 € gagnés grâce à quelques ventes réalisées sur le Bon Coin. Son porte-monnaie sécurisé sur des sites, là, nanana, on lui demande un RIB, puis un autre, et puis on dit que la signature n'est pas valable, et ainsi de suite. Bref, ça fait 3 semaines que ça dure, et il attend toujours ses 125 €. Et figurez-vous que ce n'est pas le Bon Coin qui contrôle, mais c'est une société privée. Alors je crois qu'elle est suédoise de mémoire. C'est Adyen. Il se cache sous la réglementation contre la lutte du blanchiment, toutes ces conneries. Hein. En fait, c'est comme ça que les banques en ligne qui n'existent pas vraiment volent l'argent des gens. Voilà, je le précise. N'allez jamais dans les banques qui n'existent pas, Revolut, toutes ces conneries. Et on dit donc leur application automatisée et obscure place des utilisateurs dans l'impasse. Sur le site d'avis Trustpilot, le prestataire hérite d'une note déplorable, 1,4 sur 5. Et les noms d'oiseaux pleuvent. Voleurs en col blanc, arnaqueurs de premier plan. C'est de la rétention de fonds purs et simples, etc. Dit un quinquagénaire sans emploi qui cherche à récupérer 213 € depuis 2 mois. Et c'était sur un nouveau site justement d'information qui s'appelle l'Informé, qu'on salue, qui est très bien. Techniquement, donc, ils utilisent, comme les banques en ligne, N26, qui refusent en général de rendre l'argent des clients. C'est-à-dire vous pouvez déposer autant que vous voulez, mais si vous voulez quitter la banque, ça ne marche plus. Voilà, donc c'est pour ça que je vous le dis. Tiens, à ce sujet, il faut que je trouve... Attends, j'ai un papier comme ça, Fortunéo, bah tiens, je l'ai là. Alors vous allez voir la pub. Hein. Alors c'est l'un de nos lecteurs qui a cru aux promesses bidons d'une banque en ligne. Alors il nous dit « J'ai demandé la clôture de mon compte en mai 2024 avec un dossier complet. Ils ont répondu qu'il fallait une signature manuscrite et un RIB alors que j'avais pile 0 € sur le compte. Je leur ai envoyé ces éléments et après ils ont fait les morts et ils m'ont facturé des frais car je n'avais fait aucun achat sur le mois. » Non mais génial. Si vous n'achetez rien, donc ils vous prennent des frais. Non mais c'est n'importe quoi. Je leur ai demandé comment c'est possible. J'ai demandé la clôture et ils m'ont répondu que mon dossier n'est pas complet, nanana. Donc il a renvoyé les pièces. Là, ils m'ont déclaré que ma signature avait changé, que je devais remplir un formulaire, et patati patata. Et ils m'ont fait le reproche que le compte était à découvert de 2,76 €. Bref, tout ça uniquement par mail et un temps de réponse de 3 jours en moyenne. Alors là, c'est immonde, parce que vous avez toutes ces sociétés, oui, le support, etc., vous envoyez un mail, réponse tout de suite. Non, là c'est 3 jours. Donc Fortunéo,
quitter ces banques, Boursorama machin, Boursorama ou je ne sais plus quelle banque de clowns. Hein, j'ai observé la même chose. N'oubliez pas, j'ai des dizaines de milliers de lecteurs qui m'envoient des mails sur le site. Hein, vous allez voir en haut, vous avez email, vous allez là et vous pouvez m'envoyer votre courrier à partir de là. Alors autre chose, comme je vous l'avais annoncé il y a un an, grosso modo, je crois que c'était avec Olivier Pichon sur TVL, mais dans la revue de presse bien entendu, eh bien figurez-vous que les vautours de Cerberus, donc c'est ceux qui ont été payés par HSBC pour racheter HSBC France, hein, donc tous les clients et toutes les agences. Ils ont décidé de changer de nom parce que je les avais tellement allumés avec TVL qu'ils ont dit bah, tiens, on va renommer, nous on s'appelle plus Cerberus et HSBC France va s'appeler Crédit Commercial de France. Eh bien, ils ont attendu le mois de décembre pour dire à 1400 salariés, 1000 banquiers chargés de compte, dehors, bande d'abrutis. Et je vous l'avais dit, je vous avais prévenu, hein, les banquiers d'HSBC, que vous allez être jetés comme des bips parce que c'est Cerberus et que ce sont des vautours. Quittez cette banque. Voilà, ça c'est du 9 décembre, vous pouvez la retrouver. Hein, vous avez les archives, hein, dans les archives, mois par mois, vous pouvez retrouver tout ça. Ensuite, on a un banquier, alors ça c'est drôle, un banquier chinois. C'est l'ancien gouverneur de la Banque centrale de Chine. Il a été condamné à mort. Rien que ça. Donc, le tribunal de la province chinoise de Shandong a condamné l'ancien président de la Banque de Chine, Liu Liange, à une peine de mort, mais avec sursis. C'est génial. Je ne savais pas que ça pouvait exister. Peine de mort avec sursis, donc s'il refait le truc. Alors, je vous lis, hein, pour corruption, octroi illégal de prêts, etc., etc. Condamné à mort, ce qui signifie que la peine ne sera appliquée que s'il commet d'autres crimes pendant cette même période. Le tribunal a déclaré que Liu avait abusé de sa position pour obtenir des promotions pour de nombreuses personnes et que les pots de vin acceptés représentent une somme particulièrement énorme, soit plus de 121 millions de yuan. Bon, 17 millions de dollars, bref. Et M. Liu, donc à la Mao, hein, la Mao Tse-tung, il a reconnu sincèrement ses crimes, qu'il méritait la peine de mort et qu'il fait des actes de contrition et ainsi de suite. Voilà. Il a récité 20 Notre Père et 150 000 Ave Maria pour échapper à la mort. Et moi, je vous rappelle qu'en 2008, aucun banquier n'a été condamné à mort, hein, ni même à des longues peines de prison, parce qu'en 2008, ce serait donc plus de 50 banquiers qui auraient dû être passés par les armes, hein, je vous le rappelle. Voilà, donc là, c'est Reuters hein, qui nous le donne, c'est du 2 décembre. Donc, bah écoutez, alors, tiens, justement, Crédit Mutuel, hein, vite fait, c'est notre lecteur Cédric, qu'on salue. Bénédiction sur vous, Cédric. Il a reçu ce message de son agence. Les virements autorisés vers ou en provenance des comptes d'épargne, blablabla, à compter du 30 novembre, tous les établissements bancaires sont tenus de contrôler. Enfin bon, bref, c'est pour vous empêcher. Parce que si vous êtes à découvert, virez votre argent de votre compte épargne sur votre compte courant pour vous mettre automatiquement à découvert. Donc c'est la méthode des voyous de Wells Fargo. Hein, une banque que notre ami le professeur Chevalier aime beaucoup, mais qui sont les plus grands truands, hein, parce qu'ils ont été condamnés je ne sais combien de fois par la justice américaine. Donc le diable se cache dans les détails, et celui-ci est vraiment très révélateur. D'après ce que j'ai compris, il y a même d'autres banques hein, qui ont envoyé les mêmes messages. En fait, c'est les banques qui ont demandé cette loi à Bercy pour empêcher les mouvements des comptes d'épargne sur les comptes courants. C'est vraiment incroyable. Alors, tiens, une info vite fait, alors c'est au Luxembourg, hein. La Sparkasse de Luxembourg, elle a été condamnée par la Banque Centrale Européenne. Enfin bon, pas condamnée, mais elle lui a infligé une amende et des sanctions administratives et ainsi de suite. Et c'est plusieurs fois, donc c'est une amende de presque 2 millions d'euros. Alors je vous résume, hein. La Sparkasse a bidonné son bilan, comme toutes les banques françaises. Et comme les banques allemandes et luxembourgeoises ont joyeusement truandé leur bilan depuis 2008, et qu'à force d'être reportés d'une année sur l'autre, eh bien à un moment donné, même les comptables de la BCE ont décelé la fraude. Et pourtant, ils sont loin à la détente. Hein. Alors ensuite, encore des truandages de banquiers. Bill Wang, donc, qui était le PDG de Archegos, il a été condamné parce qu'il avait manipulé Wall Street. Hein. Voilà, rappelez-vous. Il a perdu 36 milliards de dollars en 2021. Rien que ça. 36 milliards de dollars. Le tribunal de New York lui a infligé 18 ans de prison. Voilà, alors que le procureur en demandait 21. Bon, 3 ans, il a gagné 3 ans. Et dans la même série, imaginez que la banque japonaise Mitsubishi Financial
a découvert que l'un de ses employés a dédié au coffre des clients, se servait directement dans les coffres. Il a pillé 60 coffres dans 2 agences de Tokyo. Il a emporté 13 millions de dollars. Soit 2 milliards de yens. Non mais c'est extraordinaire parce que, je veux dire, je me souviens de Spadgeri qui s'était quand même donné la peine de creuser un tunnel pendant des jours et des jours avant de piller les coffres. De mémoire, c'est la Société Générale de Nice. Mais là, même si les banquiers vont directement, ils ouvrent, ils ont les clés forcément. Non mais, je veux dire, c'est vraiment pour vous montrer à quel point le monde a changé. C'était même pas envisageable au Japon, ça. Ensuite, alors là, en l'occurrence, c'est chez nos amis anglais, la Metrobank, sauvée 10 fois au moins de la faillite, elle a été de nouveau condamnée, alors cette fois pour blanchiment. Le gendarme financier du roi Charles lui a infligé une amende de 16 millions de livres pour ne pas avoir surveillé correctement 60 millions de mouvements représentant 50 milliards de livres, 51 milliards de livres. Donc c'est du blanchiment pour tous les trafiquants de drogue, etc., etc. Bon, vous voyez, mais comme les commissions sont tellement énormes, bon, ils ont fermé les yeux. Donc vous, on vous emmerde, pardon, vous voulez retirer 500 €, on va vous prendre la tête, hein, mais eux, des milliards, bon, ça leur pose aucun problème. Ensuite, Eurotitreur, et j'ai presque fini, Eurotitrisation. Alors là, c'est l'autorité des marchés financiers. Bénédiction sur l'AMF. C'est bien, ils s'énervent de temps en temps quand même. Ils ont mis une amende de 6 millions d'euros à la firme Eurotitrisation. On ne peut pas l'inventer. Hein. Grosso modo, c'est des CDS, des dérivés à la Blight. Hein, on salue Blight Masters. Qui est en réalité un cash-sexe d'une compagnie commune au Crédit Agricole, BNP, Natixis, CFP, AXA et Beaujon, AXA. Sur une arnaque nommée Smart Trésor. Donc, Laurence Boisseau, c'est une journaliste des Échos. Elle a écrit avec beaucoup d'ironie, hein, saluons Laurence, des dizaines d'investisseurs avaient perdu 50 millions d'euros, rien que ça, dans ce scandale qui s'est achevé par la liquidation du fonds. Et Smart Trésor avait notamment pour objet d'acquérir des créances de PME, de petites entreprises. À l'époque des faits, il était géré donc par la société Eurotitrisation et conseillé par Smart Trésor Conseil. Déjà, c'est rien que ça, tout ça, c'est des arnaques. La commercialisation du fonds était confiée à Entrepreneur Invest. Donc c'est une bande de malfaiteurs, quoi. Hein. C'est incroyable, je te jure. Bref, donc la suite de cette histoire, hein, à la Blight, vous la devinez, ils ont tous été ruinés exactement comme en 2008. Ils se sont retrouvés en slip, exactement comme aux États-Unis en 2008 et 2000. Donc là, je vous recommande un livre formidable écrit par Satyavid Das qui s'appelle Extreme Money et qui raconte comment Wall Street a explosé en 2008, mais de l'intérieur. Il le raconte de l'intérieur. Mais manifestement, l'année 2008 ne leur a pas suffi à ces bandes d'abrutis de eurotitrisation, de Natixis, BNP, Crédit. Mais vous êtes tous des tarés, c'est pas possible. En fait, non, je crois qu'en fait, ils veulent vraiment voler les gens, c'est aussi simple que ça. Et donc, dernier scandale, la France, alors, donc c'est là où on voit la trahison de Macron. Hein, bon. La France continue à acheter de la dette américaine. Alors déjà, nous, on n'a pas d'argent pour les hôpitaux, pour les routes, pour les lycées, pour les retraités, pour le social, mais on continue à acheter chaque mois. L'agence France Trésor continue à acheter pour des milliards de dettes américaines. Mais c'est absolument grotesque. Ils ont déjà 36 trilliards de dettes qu'ils ne rembourseront pas. C'est quand même incroyable. Ils ont acheté, alors ça c'était le 23 septembre, hein, je rappelle pour le principe, 300 milliards de dollars. Alors que ces 300 milliards de dollars auraient pu servir à financer les écoles et tous les services sociaux. Bref. Alors, je vous montre le tableau quand même parce que c'est très intéressant. Il vous donne le hit parade des gouvernements les plus soumis à Washington. Et sous cet angle, la France arrive en 9e position, alors que le Mexique, qui est quand même à couteau tiré avec les Américains, je vous le souviens, n'en a acheté que 95 milliards. Donc là, ça s'appelle le TIC, ceux qui tiennent la dette américaine. En revanche, donc, si on enlève les 2 blanchisseuses, qui sont le Luxembourg et les îles Caïmans, donc j'imagine qu'il doit y avoir un jumelage. Hein. Dès lors, la France se retrouve en 7e position, derrière la Belgique, et à quasi-égalité avec un autre blanchisseur, qui est la Suisse, qui continue à acheter du dollar. Dans quel monde vivent-ils? Est-ce qu'ils savent que la France est observée, scrutée par ce qu'on appelle les agences, c'est-à-dire... Alors les taux d'intérêt explosent. Donc, après cette revue de presse tout à fait extraordinaire, donc je vous invite, on vous invite à effectivement protéger votre épargne, à protéger vos petits chats, hein, et vos toutous. Bénédiction sur vous. Je vous donne rendez-vous
lors des prochaines signatures et bien entendu tous les lundis sur la revue de presse avec Iris, hein, qui en général m'aide à écrire cette revue de presse. Voilà. Donc, vous voyez, donc elle est... Ah, oui, ma puce, tu vas descendre. Voilà. Doucement, doucement. Voilà. Donc, très chers spectateurs, c'est la fin de cette revue de presse tout à fait exceptionnelle. Et donc, je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie Dieudonné, qui est venu, qui est descendu et qui est venu très gentiment nous visiter, commenter l'actualité économique. Vous êtes vous êtes plus de 250 000, parfois 300, parfois 400 000 à nous suivre. Je vous embrasse toutes et tous. Bénédiction sur vous, sur votre ange gardien, sur vos toutous, sur vos minous. Et vraiment que vous ayez une année 2025 heureuse. N'oubliez pas de discuter en permanence avec votre ange gardien. Et je vous donne rendez-vous pour des dédicaces. Et surtout, je vais donner 2 grandes conférences à Arcachon, hein, vous allez voir l'adresse, le 7 et 8 février, là, je vous dis ça de tête, je crois que c'est le vendredi 7 et samedi 8. Donc rendez-vous à Arcachon, enfin à côté, pour une grande conférence sur le livre 888 et j'aurai le plaisir de vous reparler de cette unité très spéciale de la CIA dont Robert Monroe, hein, on va vous montrer les 3 livres, a été le grand inspirateur et surtout le formateur. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.